Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je suis de retour après une longue pause pour faire mon bilan lecture, enfin plutôt bilan culturel puisque j'ai envie de faire évoluer cette catégorie en empruntant un petit peu le style de vidéo que fait Clarinette. Je sais pas si vous connaissez, c'est une vidéaste hyper intéressante qui parle notamment de féminisme, de culture, enfin de plein de petites choses hyper intéressantes et vraiment elle est géniale, voilà, donc je vous la recommande. Bref, elle fait un format qui ressemble plus à un bilan culturel où en plus de ses lectures, elle va parler des films, des séries, voilà, de toutes les choses culturelles qu'elle a pu voir. Personnellement, je vais ajouter les jeux vidéo parce que c'est quand même une partie importante de ma vie et que, je sais pas vous, mais j'ai des périodes où j'y lis un peu moins et en même temps je trouve ça dommage de pas vous parler des choses que je vois ou des jeux auxquels je joue alors que c'est vraiment une partie importante de mon temps. On va toujours parler de manga, mais voilà, avec d'autres choses, et ce sera un format de vidéo qui sera un petit peu plus souple qu'il ne l'était avant. Et voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, je reprends un peu les vidéos en août, et j'espère que j'aurai pas trop de mal à reprendre avec la rentrée scolaire en septembre. Mais voilà, on revient tranquillement, et j'espère que vous êtes prêts à écouter ce fabuleux bilan culturel. On commence avec mes lectures, je vais m'attarder sur les plus récentes et les plus marquantes parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de bilan lecture donc sinon on en aurait pour 1h30. Bref, on débute avec une sortie assez récente que personnellement j'attendais pas mal, il s'agit de Destination Terra de Keiko Takemiya qui est publié par Naban, que je remercie d'ailleurs puisque c'est assez inattendu comme publication. En effet, Keiko Takemiya est une autrice qui publiait des shoujo dans les années 70. Ici c'est un peu une exception puisque le titre est classé shonen, mais vu que c'est quand même une autrice de shoujo, attendez-vous à découvrir une esthétique très shoujoesque, des procédés narratifs qui ressemblent beaucoup au shoujo. Enfin voilà, ne vous attendez pas à un shonen tel qu'on l'entend aujourd'hui en tout cas. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, il s'agit d'un titre de science-fiction, donc comment vous dire, shoujo vintage science-fiction, ça fait quand même un titre très spécifique et qui avait vraiment de faibles chances d'arriver jusqu'en France, mais pour le coup je suis assez contente puisque on a un éditeur qui a enfin osé et qui je l'espère ouvrira la voie à d'autres. Bref, j'arrête cet aparté. On y suit donc l'humanité dans un futur lointain où la Terre serait détruite ou du moins fortement endommagée. Il faudrait du coup que les humains se trouvent un nouvel endroit où vivre et pour cela forcément ils choisissent l'espace et ils installent du coup une civilisation qui est extrêmement normée et cadrée où on essaye d'avoir une population très très lisse où des idées divergentes ne pourraient pas naître puisque on a peur en fait que la catastrophe qui s'est produite sur Terre se reproduise. À partir de là, forcément, il va y avoir des divergences, différents clans et différentes idées politiques qui vont s'opposer. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un récit très très dense et pas facile à résumer pour le coup. Pour mon ressenti personnel, c'est un titre que j'attendais avec impatience, que j'étais vraiment curieuse de découvrir ce récit. J'ai assez peu lu de titres vintage et notamment de shoujo puisque c'est difficile d'en trouver en France. En dehors de l'anthologie de Moto Hagio et de la Rose de Versailles, franchement il n'y a pas grand chose. Et du coup voilà, j'étais vraiment très très curieuse, mais il y a un mais, je ne suis pas forcément une amatrice de science-fiction et encore moins d'histoires qui se déroulent dans l'espace. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, moi c'était pas forcément ma tasse de thé, je suis pas particulièrement rebutée par ça, mais c'est pas ma passion dans la vie on va dire. Et j'ai été agréablement surprise. C'est un premier tome qui est assez introductif, forcément le genre de la science-fiction demande beaucoup de mise en contexte, d'explications, de détails pour que l'histoire puisse avancer, mais pour autant on ne s'ennuie pas, il y a pas mal de retournements de situation, on enchaîne toutes sortes de situations improbables et hyper surprenante. Enfin voilà, on découvre tout un nouvel univers très vaste, très riche et qui, je l'imagine, va se développer encore plus dans les tomes suivants. Ce premier tome est vraiment une bonne base et personnellement j'ai adoré. Après je pense que ça reste un récit particulier, comme je vous l'ai dit, shoujo, vintage, science-fiction, ça fait quand même beaucoup de choses. Mais si vous avez envie, n'hésitez pas parce que c'est le genre d'initiative qu'il faut vraiment soutenir. Il y a trop peu de shoujo vintage qui arrivent jusqu'à chez nous et c'est sûr que si on n'encourage jamais cela, vous n'aurez jamais de chance de trouver un titre qui vous plaira dans tout ça.
Encore une sortie récente, il s'agit d'Entre les lignes de Tomoko Yamashita, qui est un titre dont j'avais pas forcément entendu énormément parler, enfin je l'ai vu passer un petit peu sur Twitter, et c'est surtout l'avis de Masochiste, qui est une amie que j'aime énormément, Masochiste sur Instagram, elle s'appelle pas comme ça dans la vie de tous les jours, qui en disait du bien, qui m'a donné envie de lire ce titre. On y suit deux femmes, une jeune fille qui vient de perdre ses deux parents, qui est, je crois, lycéenne, enfin, voilà, c'est quelqu'un d'assez jeune, et sa tante, du coup, la sœur de sa maman, qui va du coup devoir l'héberger. On va y suivre un petit peu leur relation, comment elles vont pouvoir gérer cette nouvelle vie, puisque l'une vient de perdre ses deux plus gros repères et l'autre se retrouve avec une petite fille à gérer, alors que visiblement elle n'avait pas du tout prévu ça et qu'elle n'avait plus vraiment de lien avec sa sœur. Donc j'ai vraiment été agréablement surprise par ce titre. C'est pas quelque chose actuellement d'extrêmement profond. On est vraiment sur un tome qui est introductif, on n'a pas encore développé toutes les thématiques possibles dans ce tome 1, mais je trouve que ça pose les bases de réflexions intéressantes, notamment autour du deuil et du vivre ensemble, de l'amitié et des relations qu'on peut avoir entre deux femmes. Ça me fait un petit peu penser du coup là, en le disant, à Kamakura Diary, mais en moins bavard pour le coup. Et voilà, c'est un tome 1 qui était très sympa, je vais certainement m'acheter la suite, et oui, ça m'a bien plu. Ensuite, on enchaîne avec un tome 1, mais pas des moindres, puisqu'il m'a vachement marqué. Je l'ai lu un petit moment et je vous en parle que maintenant, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Il s'agit de Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba, qui n'est autre que l'auteur d'Ashita Mucho. Ce manga est un petit peu particulier puisque il est constitué de petites scénettes, vraiment les histoires font quelques pages, et dans ces scénettes on y découvre la vie de l'auteur. C'est un manga qui est vraiment autobiographique, mais qui a la particularité de se dérouler sur plusieurs périodes simultanément. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui retrace par exemple un petit bout de son enfance, une histoire qui va retracer un petit passage de sa vie active professionnelle où il était vraiment au sommet de sa carrière, et enfin une petite scénette par exemple où on le retrouve actuellement, un vieil homme qui écrit toujours un peu, mais voilà, qui n'a plus du tout le même train de vie. Et voilà, toutes les histoires vont être dans ces trois périodes et s'alterner. Et ça donne vraiment un cocktail hyper intéressant. On apprend plein de choses sur des éléments historiques, sur la vie d'un auteur de manga au Japon et ses relations avec ses éditeurs, les autres auteurs, etc. Et vraiment, c'est un très gros coup de cœur. J'ai le tome 2 à lire et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Mais voilà, vraiment hyper bonne lecture. C'est rare d'avoir des mangas autobiographiques en France, je trouve, ou du moins peut-être qu'ils ne sont pas autant mis en avant puisque j'en ai très peu en tête comme ça. Voilà. Et vraiment, ça a été une excellente lecture. Et en plus, là j'ai oublié de le dire, mais c'est un manga qui est tout en couleur. Donc ça a un certain charme. Et voilà, vraiment très très bonne lecture. Je vous le recommande vivement. Enfin, je fais une petite aparté pour vous parler d'un titre que je n'ai pas avec moi. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que c'est un titre qui a fait sensation. Il s'agit de Look Back de Fujimoto, qui est l'auteur de Fire Punch, Chainsaw Man, voilà, un auteur qui cartonne en ce moment. Et en fait, il a surpris un petit peu tout le monde en sortant sur l'application Shonen Plus, on peut le trouver, un one-shot très court, je crois qu'il fait 140 pages à peu près, où on ne se place plus du tout dans le même contexte, mais on est vraiment sur un style plus slice of life, où on y suit deux jeunes filles qui ont une passion commune, à savoir écrire des mangas, et voilà, on va voir un petit peu toute leur vie défiler et leurs relations se tisser à travers cela. Ça a été un manga dont j'ai énormément entendu parler. Je pense que tout le monde, enfin toute personne ayant eu Twitter à ce moment-là a vu passer des tweets de gens complètement émerveillés par cette œuvre. Du coup je me suis sentie un peu obligée d'aller le lire. Et je vous avoue que moi de base je suis pas du tout sensible au style de l'auteur. J'avais essayé Fire Punch et en fait il faut savoir que j'ai énormément de mal avec la violence, du moins certains traitements de la violence, et pour le coup j'avais eu vraiment du mal avec Fire Punch. Faudrait peut-être que je donne la chance à Chainsaw Man puisque c'est pas du tout le même style.
Bref, voilà, donc j'ai tenté en me disant que peut-être j'allais être agréablement surprise. Et oui, effectivement, c'est un titre que j'ai aimé, que j'ai trouvé très sympa. J'ai vraiment bien aimé de souvenir la mise en page de ces planches. Enfin là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien réalisé. Mais bah, j'avoue que j'ai quand même pas été touchée, subjuguée au point de ceux que j'ai pu voir passer sur Twitter. Il y avait vraiment des gens qui criaient au chef-d'œuvre, à l'œuvre totalement incroyable. Et je vous avoue que moi, voilà, j'ai pas été particulièrement touchée. Mais en tout cas, bah, si vous avez envie de lire un petit one-shot gratuitement en plus sur l'appli du Jump, et ben n'hésitez pas, surtout que si vous aimez l'auteur, vous risquez certainement de l'apprécier beaucoup plus que moi. Si le one-shot Look Back ne m'a pas particulièrement marqué, je peux vous dire qu'il y a une série qui, elle, m'a profondément marqué et dont j'ai dévoré les 12 premiers tomes à la vitesse de la lumière. Il s'agit du Pavillon des Hommes de Fumi Yoshinaga. Pour vous faire un retour rapide sur le résumé, c'est très simple. On se place au Japon féodal et une maladie un peu étrange qui ressemble à une variole vient frapper la population, et pas n'importe quelle partie de la population, les hommes. Ce qui se passe, c'est que la population masculine va être complètement décimée et les femmes vont devoir prendre le relais, que ce soit dans les champs ou dans les partis plus politiques. C'est un récit qui est extrêmement intéressant puisqu'il nous décrit une société matriarcale qui se forme un petit peu dans l'urgence et qui va un petit peu questionner la place de la femme dans cette société et pourquoi elle a été assignée à tel endroit alors que finalement elle est tout aussi capable. Et enfin voilà, tous ces rapports entre hommes-femmes, pourquoi tel individu est à telle place, etc. Enfin, c'est vraiment d'une richesse incroyable. C'est un récit que je vous recommande de lire quand vous avez du temps, c'est-à-dire que moi j'ai attendu les vacances pour avoir vraiment le temps et la disponibilité d'esprit, on va dire, pour me plonger dedans, parce que c'est extrêmement riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, on y suit pas mal d'intrigues de cours, donc voilà, c'est très, on n'a pas des actions très visibles, mais voilà, des petites actions par-ci par-là, de tel personnage qui fait une crasse à machin, qui fait ça. Bref, c'est un récit hyper dense. Je vais arrêter d'en parler frénétiquement parce que de toute façon, à la base, si je l'ai lu, c'est pour vous en parler dans une vidéo. Et je vais garder un petit peu voilà, de tout ça pour cette vidéo en question. Mais voilà, ça a été mon immense coup de cœur récent. Vraiment, le Pavillon des Hommes, j'ai été subjuguée et je pense que je vais me procurer d'autres des œuvres de l'autrice. Notamment What Did You Eat Yesterday, parce que c'est un manga de bouffe et que j'adore manger, donc voilà, c'est... Bon, par contre ça existe exclusivement en anglais, mais ça me dérange pas parce que vraiment j'ai adoré ce manga. Et j'ai aussi son recueil d'histoires courtes dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, vraiment gros coup de cœur, je vous le recommande x 10 000, c'est assez particulier, très dense, très riche, mais génialissime. On va passer aux séries que j'ai pu voir puisque en fait durant ma période d'examen j'ai pas vraiment beaucoup lu et je me suis plus tournée vers les séries. Je vais vous le faire du coup de façon chronologique. Dans un premier temps je me suis intéressée à Lost, qui est vraiment la série culte que je vois tout le monde a vu sauf moi. Mais voilà, j'ai eu envie d'avoir ma petite dose de Robinsonade sans lire Seven Seeds. Et pour le coup, ça fonctionne bien, c'est vraiment une série très mystérieuse où voilà, on essaie de découvrir un petit peu le pourquoi du comment ces gens ont finalement atterri sur cette île déserte et voilà, toutes sortes de rebondissements. Apparemment la fin est pas à la hauteur du développement, mais pour le moment de ce que j'ai vu, c'est vraiment sympa. Je me suis arrêtée à la saison 2 ou 3 de tête et j'ai beaucoup aimé, je pense que je reprendrai plus tard. Mais voilà, si vous avez envie de voir cette série un peu culte qui date des années 2000 je crois, bah pourquoi pas, c'est vraiment sympathique. Je dis pas que c'est le chef-d'œuvre de l'année, mais franchement moi je trouve ça hyper prenant, hyper plaisant et voilà, ça fonctionne quoi. Dans un autre registre et un peu plus récent, j'ai vu du coup une série d'animation pas japonaise, j'ai trop l'habitude de dire, américaine, qui est Invincible, qui a adapté du comics du même nom. On y suit un jeune homme qui est le fils du en gros plus gros super-héros de la Terre actuellement et qui du coup va lui-même devenir un super-héros, et il va y avoir toute une réflexion autour de ça, du héros, qu'est-ce qu'un héros, et un petit mystère que je dirais pas parce que c'est un peu l'enjeu de l'histoire, qui est développé du début de la saison jusqu'à la fin. Enfin d'ailleurs on n'a pas la résolution, désolée, c'est un peu un spoil, mais bon bref. Voilà, c'est vraiment une série que j'ai trouvée mystérieuse, hyper intéressante parce qu'elle questionne vraiment l'image du super-héros.
notamment à travers la violence qui est assez présente et qui pour le coup ne m'a pas trop dérangée. On a aussi, j'ai trouvé de bonnes représentations de minorités, enfin en tout cas à mon avis j'ai trouvé que c'était plutôt des bonnes représentations, mais il faudrait voir avec les personnes concernées. Mais voilà, ça a été vraiment une très très bonne série, j'ai adoré me plonger dedans au point où j'ai acheté le comics, enfin voilà. Je pense aussi que c'est une très bonne porte d'entrée pour ceux qui ont envie de justement découvrir un petit peu ce que ça peut être le comics et ce que peut être le super-héros, parce que pour le coup moi je connais très mal ce genre, mais voilà, c'est une bonne porte d'entrée quoi. Et voilà, vraiment très 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 bon visionnage, ça a bien fonctionné avec moi et je suis curieuse de voir les saisons suivantes et de voir comment la série va pouvoir évoluer. Et enfin, une série qui colle un petit peu à l'ambiance globale on va dire, puisqu'il s'agit d'Utopia. Je sais pas si vous connaissez, il n'y a que 2 saisons, je crois que faute de budget la 3e n'est jamais arrivée. Mais c'est une série avec une ambiance un petit peu particulière, on a des couleurs un peu flashy et ça donne un côté un peu, je sais pas, une ambiance particulière quoi, où on y suit un groupe de personnes qui, après avoir lu une bande dessinée justement, vont se rendre compte qu'il y a un petit peu quelque chose de caché derrière, un petit peu de l'ordre de la conspiration autour d'un projet secret, et ces personnes vont se réunir et ils vont se rendre compte qu'ils sont tombés sur quelque chose de beaucoup plus gros qu'ils ne le pensaient et qui touche aux maladies, et voilà, on est sur quelque chose, pas de policier, mais il y a vraiment quelque chose de la conspiration quoi, et c'est un récit qui est hyper prenant puisque en fait on va encore une fois de rebondissement en rebondissement. Il y a plein de personnages bien écrits, une ambiance particulière, enfin voilà, ça a été je pense avec Invincible 2 très très bonnes séries que j'ai adoré visionner, et du coup il faut que je regarde la saison 2 d'Utopia, même si je suis un peu deg qu'il n'y a pas la suite. Et enfin, on termine avec la catégorie que je ne pensais jamais évoquer sur ma chaîne, ni même juste dans ma vie en fait, parce que jusqu'à très récemment je jouais pas beaucoup aux jeux vidéo. Et d'ailleurs j'ai fait un thread à ce sujet sur Twitter où je parlais de mon expérience de joueuse, que je pourrais vous faire en vidéo avec plus de détails. Bref, ce thread avait eu pas mal de retours positifs et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait bien que je vous en parle un petit peu dans mes vidéos quelque part, et c'est pour ça aussi que j'ai agrandi à Bilan Culturel pour pouvoir vous parler de tout ça. Ces derniers temps j'ai joué principalement à 3 jeux, enfin, voilà, on va dire depuis mon dernier bilan lecture, voilà, 2-3 mois, voilà, j'ai joué à 3 jeux. Le premier étant Divinity 1. C'est un jeu auquel je pensais pas forcément accrocher en fait, puisque c'est du RPG tour par tour où on peut incarner plusieurs personnages. C'est-à-dire que là moi je jouais avec mon copain, on avait 2 personnages chacun, mais si par exemple je jouais seule, j'aurais pu incarner les 4 personnages moi-même. Et voilà, donc c'est du tour par tour, faut gérer des points d'action, etc. Et on a une map très vaste où il y a plein de choses à découvrir. C'est vraiment un jeu qu'on peut, je pense, jouer et rejouer à l'infini, puisque bah, y a toujours plein de petits trucs cachés par-ci par-là, que ce soit dans les dialogues ou dans des endroits qu'on n'a pas forcément visités. Mais voilà, c'est vraiment un jeu très très vaste, mais apparemment le 2 est encore mieux. Donc je suis vraiment curieuse d'y jouer aussi. Je l'ai acheté d'ailleurs justement, il est souvent en solde en fait sur Steam, et je pense que j'y jouerai prochainement, donc vous aurez mon avis sur le 2. Deuxième jeu auquel j'ai joué, mais quand même beaucoup moins que Divinity, qui a été un gros coup de cœur, il s'agit de Sea of Thieves, qui est vraiment un jeu sympa et d'ailleurs très estival. Je pense que si vous avez envie de jouer un jeu en ce moment, je pense que c'est le top. En fait on y incarne un pirate et on a donc un navire, on peut avoir des potes qui nous rejoignent et former un équipage avec des navires de plus en plus gros. Et moi personnellement je jouais avec mon copain, donc on était 2 sur un navire assez petit. Et c'était vraiment hyper sympa. Si vous aimez les jeux d'aventure où on a une map assez vaste avec des missions à faire, des trésors à trouver, il y a plein d'animaux mignons, enfin vraiment il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Mais il y a un petit défaut qui pourrait être finalement, qui ferait que j'aurais pu apprécier mieux le jeu si j'avais joué avec plus de monde. C'est que en fait, donc il y a du PVP et quand on joue, par exemple là on était 2 avec mon copain dans notre équipage, et on peut tomber sur des équipages où les gens sont 4. Donc forcément quand tu as fait tes missions, que tu as ta coque pleine de trésors et que tu veux juste rentrer pour aller vendre tes trésors et que tu tombes sur un équipage où ils sont 4,
ça finit généralement pas très bien. Voilà, donc c'est un petit peu rageant sur cet aspect là, donc si vous avez envie d'y jouer, pensez à y jouer avec du monde ou alors faites-vous vraiment discret sur le jeu. Mais voilà, c'est vraiment un jeu très sympa, mais voilà, cet aspect peut être assez rageant sur le long terme. Et enfin, le jeu qui m'occupe le plus et auquel je joue depuis vraiment un bon bout de temps, il s'agit d'Apex. Dans ma vie, j'aurais jamais cru aimer les FPS, du coup un jeu de tir, la première personne, puisque en fait dans ma tête c'était vraiment un truc de beauf qui veut jouer à la guéguerre, mais figurez-vous que si c'est vraiment un truc de beauf, alors je suis la plus grosse des beaufs, puisque j'adore. En fait on incarne des héros qui ont différentes capacités, voilà, en fonction du héros, du coup il y a des dynamiques et des styles de jeu assez différents. Et c'est un battle royale, donc on nous met dans une map et des équipes de 2 ou 3 apparaissent un petit peu partout. Et en gros c'est le dernier qui survit en chopant de l'équipement, en farfouillant et en visitant. Et honnêtement, voilà, j'adore. Je trouve que c'est vraiment pas facile parce que pour le coup, quand on est débutant, les FPS, faut vraiment piger un petit peu, que ce soit le son, la spatialisation, tout ça. Ou juste avoir le réflexe de tirer et tirer correctement. Franchement c'est pas évident du tout quand c'est la première fois qu'on y joue, mais c'est hyper addictif, c'est plaisant, en plus c'est des parties rapides donc on se lance pas dans des trucs où on va forcément jouer des heures. Et ouais, en plus j'adore l'esthétique d'Apex qui est assez futuriste. On a des héros qui ont vraiment différentes morphologies, différents type d'origine. J'ai vraiment accroché à Apex et c'est un jeu auquel je joue beaucoup, même si honnêtement je suis vraiment pas forte, mais voilà. Voilà, j'espère que ce premier bilan culturel vous a plu. On a parlé de pas mal de choses, je rajouterai peut-être des catégories, il y en aura peut-être d'autres qui partiront en fonction de ce que je fais, de ce que je joue ou de ce que je visionne. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un peu tout ça, il y a vraiment des choses que j'ai beaucoup aimées. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, arrivera rapidement. Mais c'est pas dit. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des choses qu'on a en commun. Et voilà, salut!